Je suis photographe professionnelle, mais portraitiste. Vous allez dire, qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Rien du tout. La photo de paysage, c'est mon plaisir. Donc je la fais professionnellement, mais pour le plaisir et pas tous les jours. Alors, j'étais au Groenland la première fois il y a maintenant 5-6 ans. Ça fait 2 ans qu'on n'y va pas à cause du Covid. On va recommencer l'année prochaine. Et après une première expérience en solo, on a organisé un voyage. Et ce voyage inclut aussi un workshop photo, parce que je trouve que pour les passionnés de photo, apprendre à photographier des paysages et des paysages uniques comme au Groenland, c'est une expérience exceptionnelle. Et donc le voyage a été conçu avec Nature et Terroir, qui est en stand juste à côté, et c'est de cela que je vais parler aujourd'hui. Et est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà été au Groenland? Non. Vous connaissez un petit peu? Donc le Groenland fait partie du cercle arctique. C'est la plus grande île au monde, mais c'est la plus grande île au monde inhabitée. Les 3/4 sont couverts par la glace, comme on peut le voir ici, et on peut juste aller sur les côtes. Alors, plusieurs personnes me demandent pourquoi on l'appelle Groenland, Greenland, qui veut dire la terre verte, alors qu'il n'y a que de la glace. Parce qu'à l'époque, les Vikings, quand ils avaient découvert cette île, ils sont arrivés en été, évidemment. Comme l'hiver, toute la mer est gelée. Et l'été, effectivement, toutes les côtes sont extrêmement vertes et colorées. Vous allez voir dans les photos. Alors, la capitale du Groenland est Nuuk, qui est de ce côté ici. Voilà. Nous, on ne va pas là. Nous, on va du côté sud-est, ici, à Kulusuk. J'ai des cartes, je vous montrerai après si vous êtes intéressés. C'est le côté le moins moderne, c'est le côté le plus traditionnel, c'est le côté où il n'y a même pas de route et où il n'y a absolument rien à part la nature. Et c'est pour ça qu'on y va. Voilà, voilà. Alors, comment est-ce qu'on y va et où est-ce qu'on va? On part de Bruxelles, évidemment, et on fait un vol en Islande. On passe une nuit en Islande et le seul moyen d'arriver à Kulusuk, c'est passer par Reykjavik. Donc on passe une nuit à Reykjavik et de Reykjavik, on vole vers Kulusuk. Kulusuk, vous allez voir, si vous venez avec moi, c'est un tout petit village, il doit y avoir, je ne sais pas, 5 maisons et un aéroport. L'aéroport, c'est juste une piste au milieu de rien et un hangar. Tout arrive là, les hélicoptères, les avions, c'est tout. Si le temps nous permet et que la mer est calme, de Kulusuk, on prend un petit bateau pour arriver dans notre ville qui s'appelle Tasiilaq. Si le temps, la mer n'est pas calme, on y va en hélicoptère. Tout est inclus. On n'a pas le choix. Et l'hélicoptère, ça prend 10 minutes. En bateau, ça prend environ 20 minutes, un peu plus. Voilà. Alors, on passera, le séjour est de 1 semaine. Et on passera la semaine dans le village de Tasiilaq. Et de là, on bougera en randonnée tout autour du village. Avec 2 sorties en mer, évidemment, pour aller voir les icebergs, les baleines, etc. Je vous montre tout ça à fur et à mesure. Alors, je vous demande pardon pour les francophones si je parle lentement, mais je sais qu'il n'y a pas que des francophones dans la salle et il y a des traducteurs qui traduisent. Alors, vous me dites si ça va ou si je suis trop lente ou trop rapide. Merci. Tasiilaq, voici le petit village où nous allons. En fait, je l'appelle le petit village parce qu'habitué à l'Europe, pour moi c'est un petit village, mais c'est le plus grand de la côte. Le Groenland en soi, il a 54 000 habitants. Vous imaginez, c'est tout le Groenland. À Tasiilaq, il y en a 2500. Donc c'est déjà un grand village pour eux. C'est le seul village de la côte. Il y a 2 rues. Donc celle-ci qu'on voit, il traverse et ça va par là et ça monte par là. C'est tout. Tout autour, il n'y a pas de route. Comme vous pouvez voir, les maisons sont directement sur la terre. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de chemin. Donc c'est vraiment un peu l'aventure, mais une aventure qui est quand même près du lieu habité. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le village? Dites-moi si vous m'entendez toujours, parce que je sais qu'à un moment, il va y avoir beaucoup de bruit et beaucoup de musique. Sinon, je hausse le niveau de ma voix. Alors, environ 2000 habitants en 2014. Il y a un hôpital. Et je vous jure que l'hôpital, il est vraiment, vraiment, vraiment bien servi, parce qu'il est expérimenté pour tout ce qui est traitement d'urgence.
Si jamais il y a une grosse catastrophe, à ce moment-là, ils prennent les personnes en hélicoptère, on les amène en Islande. Il y a 2 hôtels et 2 supermarchés, 2 pubs et une église. C'est tout. C'est tout ce que vous trouverez sur place. Mais il y aura assez, vous allez voir, on n'est pas là pour faire du shopping. En fait, je n'ai pas écrit, mais il y a aussi un musée, un tout petit musée, mais qui est très très chouette. Alors, ceci est une photo du village pendant l'hiver. Et malgré que le voyage ne se fera pas pendant l'hiver, je l'ai mise parce que selon la quantité de neige qui tombe, ben, on aura un été plus, plus froid ou plus enneigé encore, ou un été beaucoup plus vert. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Voilà. Souvent on me demande est-ce qu'il n'y a que de la glace au Groenland? Pas du tout. Pas du tout. Ceci est une photo que j'ai prise dans une de mes randonnées. Ça ne fera pas partie des randonnées du voyage parce qu'il faut grimper sur une montagne. Mais il y a beaucoup de lacs. Et donc, beaucoup de verre, beaucoup d'eau, beaucoup de couleurs. Mais il n'y a pas d'arbres, comme vous pouvez voir. Vous m'entendez toujours? Vous avez dit qu'à un moment, ça allait être un peu chaud parce qu'il y a un spectacle à côté. Il ne dure pas très longtemps, je vous le jure. Donc, la particularité du Groenland, c'est que c'est vert, mais tout est au ras du sol. Par exemple, l'été, on peut cueillir des myrtilles. Mais les myrtilles, au lieu d'être un buisson, ben, ils sont par terre. On les écrase quand on marche. Voilà un des lacs qu'on pourra visiter en faisant une de nos randonnées. Et comme vous voyez, il n'y a pas de chemin. Donc, bon, on a des cartes, je les ai avec moi si après quelqu'un d'entre vous veut les voir, ou s'il y a des randonneurs, ils peuvent voir les cartes et se rendre compte qu'il y a des dénivelés, mais les montagnes ne sont pas très grandes, les maximums font 800 mètres d'auteur, c'est pas énorme. Donc nous, on restera avec un dénivelé de 200 mètres, 300 mètres, pas plus. Mais l'eau change de couleur. Donc, quand je vous parlais de météo et d'hiver, ce lac-ci, c'est le même que celui-ci. La différence, c'est que cet hiver-là, il y avait eu 4 mètres de neige. Cette photo était prise en juillet et il faisait encore plutôt froid. Après, c'est beau. Enfin, moi, je n'étais pas triste de voir ça parce que les images que j'ai pu prendre cette semaine-là, c'était extraordinaire. 2 semaines après, voilà ce que j'avais. C'est vraiment d'une semaine à l'autre, la météo change. Mais l'été, honnêtement, il ne fait pas froid. Si vous allez en Italie, en Espagne, évidemment, oui, vous avez trouvé que ça fait froid. Mais on est entre 10 et 15 degrés et il y a du soleil, c'est un temps très sec. Donc. Alors, on traverse des rivières, des petits cours d'eau. L'eau est froide, mais je vous jure, c'est vraiment agréable. C'est l'eau la plus pure que j'ai jamais eue. Et quand on part en randonnée, on prend la goutte, on la remplit comme ça, dans une rivière et on boit. Il n'y a absolument pas de bactéries, il n'y a pas de maladies, il n'y a rien. C'est extraordinaire. C'est tellement rare d'avoir un endroit pareil. Et voilà encore une photo bien verte de l'été pendant qu'on marche. Et comme vous voyez, il n'y a pas de chemin. Ah si, il y en a un. C'est extraordinaire. Alors, on passera du temps voir les fleurs. Il y a beaucoup de fleurs, toutes petites. Ça, c'est le liserette, appelé aussi le coton arctique. C'est comme des fleurs de coton. C'est très doux et elles poussent où il y a beaucoup d'eau. Qu'est-ce qu'on prend comme photo? Souvent, on prend de la nature. Donc, on peut expérimenter du macro pour ceux qui aiment bien ou qui n'ont jamais fait, qui ont envie d'essayer. On prendra des photos animalières et des photos de paysages. Alors, pour ceux qui veulent, moi je suis prête à mettre même des filtres et faire des longues expositions. Je ne sais pas s'il y a des amateurs ou des photographes ici qui savent de quoi je parle, mais c'est possible de le faire parce que comme il y a des petites cascades et des cours d'eau, ben, c'est le lieu idéal pour s'amuser. Utiliser des grands angles, par exemple, pourquoi pas, et de la macro. Alors, j'ai mis quelques exemples de photos pour vous montrer comment les plantes se trouvent. Et comme vous voyez, tout est petit. Hein. Cette fleur-là, elle fait ça en fait d'auteur, parce que les racines n'ont pas assez de terre pour pouvoir aller profond et pour pouvoir pousser.
Et celle-ci, c'est une des habitations. Souvent, on me demande, est-ce qu'elle est abandonnée? Non, cette maison, c'est une maison qui est habitée. Toutes les maisons sont comme ça. Et elles sont en bois, parce qu'à l'époque, les Danois avaient amené le béton et ils avaient fait des premiers bâtiments. Les Inuits, à l'origine, je ne sais pas si vous connaissez un peu la culture inuite, ils habitaient l'été dans des camps comme de camping à l'extérieur et les hivers dans des maisons qui étaient faites sous terre. Donc ils étaient trous dans la terre, construisaient comme des grottes parce que la météo l'hiver n'est pas la même qu'été. Il y a des vents très forts qui vont jusqu'à 300 km/h et il fait froid, même si la température est de moins 10, avec le vent il descend à moins 40. Et donc pour être protégé l'hiver. Quand les Danois, que le Groenland de sous des maisons, enfin des constructions classiques comme chez nous en briques en béton, eux ils pensaient que leur âme allait être emprisonnée dans ces maisons et ils ont refusé de vivre dans ces maisons. Et donc il y a eu une sorte de révolution pacifique, parce que c'est un peu très pacifique, mais un refus total d'habiter dans des maisons en béton. Et ils ont trouvé un compromis avec des maisons en bois. Et donc tout ça, c'est des constructions en bois sur des pilotis, enfin sorte de pilotis, parce qu'il y a beaucoup d'eau par terre, c'est très humide, donc on ne peut pas faire... Et une chose c'est ça, et l'autre, vous voyez, le terrain, il n'est pas régulier, c'est des roches. On ne peut pas casser la roche comme chez nous et faire un plat. Et donc c'est assez particulier, mais elles sont très abîmées par la météo, par l'hiver et les vents, mais fonctionnelles. Alors, je vous passe les photos de maquereaux et de fleurs, comme ça vous voyez un peu là. Et après vous allez voir un des stagiaires qui est venu, comment on prend les photos. Alors, quelque chose d'autre extraordinaire qu'il y a là-bas, c'est les rochers. Je ne sais pas si vous avez lu un petit peu, on en a parlé récemment, la Norvège, les États-Unis sont fort intéressés dans la terre du Groenland, parce qu'il y a beaucoup de minerais qui sont en train de sortir, évidemment. Et vous allez avoir en main les plus vieilles pierres du monde. Pas parce que ici c'est moins vieux que là-bas, mais parce que les glaces se retirent. Et donc, les pierres qui ont été formées des millions d'années avant nous, on les a en main maintenant. Ce qui arrive là-bas, c'est ce qui s'est passé chez nous il y a bien des années. Et donc nous, on a des couches maintenant de terre qui ont couvert ce que là-bas on peut toucher et marcher. Ceci est un exemple de maquereau sur un rocher. Alors, il y a beaucoup de couleurs. Tout dépend, c'est la quantité de fer, la quantité de quel minéral se trouve dans les pierres. Il y a des groupes de géologues qui font aussi des voyages au Groenland et on loge toujours dans le même hôtel. Donc souvent, on les exploite, on amène plein de pierres et on demande « c'est quoi ça? C'est quoi ça ?» Il y a beaucoup de couleurs. Et malheureusement, depuis qu'il y a des pierres précieuses qui ont été découvertes, on ne peut plus emmener de pierres avec nous. Avant, on pouvait, et maintenant, c'est interdit. Je vous passe encore quelques photos de maquereaux, juste pour voir un peu ce qu'on peut faire, un peu s'amuser. Voilà, ça c'est un garçon qui était dans notre dernier voyage en 2019, juste avant le Covid. Et vous voyez, ça c'est les fleurs que vous avez vues la maquereau tantôt. Elles sont vraiment toutes petites. Et ça c'est moi qui prends des photos des gens qui visitent avec nous. Donc, il y a une question hier qui m'a été posée et c'était est-ce qu'il y a des moustiques au Groenland? Comme vous pouvez voir là, oui, malheureusement. Il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'animal dangereux, c'est l'endroit le plus facile à visiter avec le moins de danger, mais il y a des moustiques. Et des années sont un peu plus agressives, des années le sont un peu moins, mais donc on a des filets, on met de la crème et on se protège. Alors, toutes les photos qu'on a vues maintenant, c'était sur le territoire, donc dans les randonnées, près des lacs, près des montagnes, mais on ira bien sûr près de la côte. Et qu'est-ce qu'on trouve près de la côte? Des restants d'icebergs qui viennent sur les côtes, avec lesquels on peut jouer et s'amuser à faire pas mal de photos de composition. On va trouver des algues. Elles ont l'air moches, mais je vais vous montrer quand on les regarde un peu plus proche ce que ça donne. On trouve des restes de baleines, des restes de phoques. Oui, ne soyez pas choqués, on mangera de la baleine et on mangera du phoque, mais j'expliquerai pourquoi il ne faut pas être choqué. Et on peut faire de chouettes photos.
C'est vrai que moi j'aime bien. Et voilà, ça c'est une photo d'algue qui est prise sur la plage et qui n'a pas été retouchée. C'est-à-dire, j'ai retouché l'exposition, la lumière, les ombres, mais il n'y a aucune retouche couleur là-dedans. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire. Moi, ces couleurs-là, je les trouvais tellement belles. Si ça sentait pas mauvais, j'aurais pris ça à la maison, j'en aurais fait un cadre. J'ai pas osé, je crois qu'à l'aéroport ou dans l'avion, on m'aurait quand même dit quelque chose. Pardon. Voilà, est-ce qu'il y a des sorties en mer? Oui. Partir au Groenland et ne pas voir les icebergs, les baleines et tous les animaux marins, ça serait quand même dommage. Donc, on part en mer. Il y a 2 sorties en mer pendant le voyage, autour de l'île sur laquelle on est, enfin du fjord, et on va voir différentes choses. On va voir des icebergs, mais ça, on les trouve naturellement dans la mer. Enfin, on ne sort pas pour voir les icebergs, on sort pour aller voir un village ou une base abandonnée et on s'arrête regardant les icebergs. Celui-ci, je l'ai vu la première année que j'ai débarqué là-bas, toute seule. Je suis partie en solo pour découvrir le territoire. Et je me suis sentie très stupide parce que j'étais en bateau avec un Inuit et je vois un truc bleu flotter, mais bleu comme ça. Et je dis, mais c'est quoi ça? Et cette personne me regarde et me dit, mais enfin, c'est un iceberg. Je dis, mais il est bleu. Alors moi, dans ma naïveté, sans m'avoir fait de recherche ni rien, je pensais que les icebergs n'étaient que blancs. En fait, non. Ils sont bleus. Ça, c'est quand même, on ne le voit pas souvent. Bleu, blanc, transparent. Il y en a qu'on appelle les icebergs noirs parce qu'ils sont tellement transparents que dans l'eau, on ne les voit pas et l'eau étant profonde, la couleur est noire. Et tout dépend du taux d'oxygène, de l'eau de source, donc de l'eau pas salée, de l'eau marine, mais de l'eau douce qu'il y a dedans, du parcours qu'ils ont fait, s'ils viennent d'un glacier ou s'ils viennent d'autre part, d'une plaque de banquise par exemple. Voilà encore quelques exemples de journées en mer et on peut s'y approcher. On ne grimpe pas sur les icebergs. On ne peut pas monter dessus parce que malgré qu'ils soient très grands, ils sont très très instables. Et d'un moment à l'autre, ils peuvent casser et se retourner. Par contre, si on a la chance, je n'ai pas de photo ici, on peut monter sur des banquises. Et je dis cela de la chance parce que c'est avec le réchauffement climatique, malheureusement, les plaques de banquise fondent beaucoup plus vite que d'avant. Et en été, on n'en trouve quasiment plus. Mais les plaques, c'est donc l'iceberg, c'est une montagne de glace qui d'habitude vient d'un glacier qui est cassé. La plaque, c'est la mer qui a gelé pendant l'hiver, et donc elle est plate, et donc elle est stable. Et donc on peut monter là-dessus, et quand il y a des plaques, je prends du café, du thé, et on fait notre pause café au milieu de la mer, sur une plaque de banquise. C'est quand même extraordinaire. Voilà, ça c'est un exemple de morceau d'un iceberg transparent. Et alors, on peut s'en approcher vraiment tout près et faire des chouettes photos, ou expérimenter avec, je ne sais pas, une longue vue, et essayer de faire des détails. Et puis de temps en temps, on trouve des petits êtres, des petits phoques qui sont sur les icebergs ou qui viennent jouer tout près. Et alors on arrête tout et on les observe évidemment et on essaie de prendre des photos. Ils sont très très curieux, très curieux. Évidemment, il y a des baleines. Alors, il y a beaucoup de sortes de baleines au Groenland. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'en voyais, et j'en ai vu pendant 4 ans de suite, c'est la baleine à bosse. C'est vraiment la plus commune, mais il y a aussi des orques, il y a plein d'autres baleines. Mais je n'ai vu que la baleine à bosse, qui est déjà très bien, c'est très chouette. Et alors, quand on a de la chance, elles viennent manger tout près, et c'est un spectacle assez extraordinaire. J'ai même été effrayée à un moment en me disant, si elles replongent tout proche du bateau, je ne sais pas si vous avez vu le bateau orange qu'il y avait tout au départ. On n'est pas sur des bateaux de croisière, on est sur des petits bateaux. Je me dis, est-ce qu'elle va faire des vagues assez grandes pour qu'on tombe tous dans l'eau? On peut se baigner au Groenland dans les lacs et les rivières. À mon avis, vous n'allez pas rester longtemps dedans, mais on ne peut pas se baigner dans la mer. Parce que dans la mer, on a, je crois, 2 minutes d'autonomie. On n'a pas envie d'essayer ça. Sans combinaison étanche, je parle. Pas trop. Voilà. C'est le moment et évidemment on passe du temps pour prendre toutes ces photos-là. Alors, on ira voir des sites abandonnés. Il y en a 2, pas loin d'où nous sommes. Un, c'est un village qui a exactement, je pense, 5 maisons. Et il a été abandonné dans les années 80, tout simplement parce que ce village, il est sur une pointe
de roches et que les habitants ne pouvaient plus être là tout seuls pendant l'hiver, il est trop isolé et on a déménagé le restant des habitants dans le village principal. Mais ils ont tout laissé en place, vous allez voir. Ceci était l'école par exemple. Tout est dedans. Malheureusement, avec les années et les touristes, ça s'abîme, mais c'est chouette pour pouvoir visiter. Il y a des photos, il y a des vêtements, c'est comme si vraiment c'était un village fantôme. Et ce qui est, pour moi drôle, c'est que cette photo-là, donc j'ai pris cette photo et j'ai connu ce monsieur. Il est décédé, je pense, pendant le Covid. Et je me suis dit, il n'a même pas pris la peine de reprendre ces photos. Donc, c'est pas qu'il était mort et qu'on a laissé les affaires de personnes décédées. Lui, il a tout laissé et puis ils sont partis, quoi. Je trouve ça extraordinaire. Voilà. Alors, le deuxième site qu'on ira voir, il s'appelle Icatec. C'est une base américaine qui était secrète pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas s'il y a d'experts historiens dans le public. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique a construit une base aérienne au Groenland pour faire pont entre les États-Unis et l'Europe, parce que c'était vraiment mieux de voir là-bas. Cette base a été fermée dans les années 50, une fois que la guerre était finie, je pense en 1952. Et donc, ce qui est dommage, c'est que les Américains ont quitté la base, sont partis, et ils ont tout laissé sur place, comme ça. C'est très beau quand on regarde les photos maintenant. Mais le côté négatif, c'est que tous les fûts, et il y en a, je pense, ont été reversés dans la nature. Donc c'était une base aérienne, donc il y avait plein de fûts de gasoil, d'essence, de produits. Et alors, les voitures, je crois que c'est encore moins le problème, mais donc tout ça est là depuis les années 50, tel quel. Donc je ne sais pas si vous voyez, ça c'est une petite partie de ce qu'on trouve sur place, quoi. Alors évidemment, tous ceux qui sont passionnés d'urbex, je ne sais pas si vous connaissez l'urbex, c'est le type de photo, les personnes vont prendre des lieux abandonnés. C'est très beau et c'est unique. Mais si on pense au côté écologique, c'est une catastrophe. Ceci, c'était donc le hangar où les avions étaient garés dedans ou entreposés. Et voilà, mais il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Et comme on peut voir, tous les fûts, malgré que ce soit du métal, bon, on est en 2022, 1952, ça fait quand même, avec la météo qu'il y a là-bas, tout est parti. Oh, excusez-moi. Voilà, il y en a partout, dans tous les sens. C'est assez désolant. Mais on passe voir. Alors, on ira voir des glaciers. Moi, je pense que ça vaut quand même la peine d'aller voir un glacier au Groenland. C'est un glacier millénaire. Cette photo a été prise à, je crois, 1h du matin. Et c'était le seul moment où il y a eu un petit peu de coucher de soleil, mais après, c'était reparti pour la journée. Parce qu'en été, nous sommes dans le cercle polaire, nous sommes en Arctique. Donc, il n'y a pas de nuit. Donc, on a le soleil de minuit et les nuits ne tombent pas. Il y en a deux qu'on peut visiter. Ça sera l'un ou l'autre. Et la décision est faite selon la météo. Parce que pour aller voir le Rasmussen, je vous montrerai les photos après, c'est beaucoup plus loin. Et le Nagtivit, il est plus proche. Si la météo n'est pas bonne, on choisit celui-ci. Alors, la particularité de ce glacier que moi j'adore, c'est que, comme je vous ai montré tantôt, j'ai une petite carte. Donc, on a dit que le Groenland, il est rempli de glace. Mais il y a une languette qui arrive jusqu'où nous sommes. Et c'est celle-ci. Donc, si quelqu'un aurait le courage de commencer à marcher à partir d'ici vers le nord, il arrive au centre du Groenland, sur le plateau de glace. Donc le plateau de glace du Groenland commence ici. Enfin, termine ou commence, tout dépend de comment on voit la chose. Et on va marcher dessus. Donc la glace, donc ce glacier est coupé mais en vertical. Donc ça c'est le front, et nous on passera par le côté, et du côté on peut marcher dessus. Et on fait une petite balade. Voilà comment ça se présente une fois qu'on arrive sur le plateau. Et quand on commence le plateau, si on marche, on traverse le Groenland en fait. Voilà. Il y a quand même des fentes qui sont assez grandes. Donc même si on marche, on fait toujours attention où on met les pieds et on essaie de ne pas tomber dedans. Mais je trouve que c'est... Enfin, moi, ça me touche en me disant c'est de la glace qui est là. Enfin bon, ça c'est de la glace de cette année ou de l'année d'avant, mais celle qui est en dessous, vous vous rendez compte, les millions d'années sur lesquelles on a les pieds, c'est extraordinaire.
et ceci étant le front. Alors, je vous montrerai une autre photo après. Vous voyez, par rapport au restant du glacier, il y a un côté qui est très très bleu, comme ça, très intense. Et après, vous allez voir, il y aura un autre morceau qui est très turquoise. Et ça, c'est la particularité des glaciers quand ils cassent. Quand il y a un morceau de glace qui tombe dans l'eau, ce qu'on voit derrière, enfin, ce qui apparaît est de l'eau donc douce qui était collectée dans des millions d'années et elle est extrêmement bleue et turquoise. Voilà, ça c'est plutôt blanc parce que c'est la neige qui a congelé et qui est dessus depuis récemment. Voici le deuxième glacier qu'on visitera, c'est le Rasmussen. Très très connu, Rasmussen prend du nom de l'explorateur Rasmussen qui est un des premiers qui a découvert dans l'âge moderne le Groenland. Et la diversité, je ne sais pas si vous voyez dans la photo, ce glacier est fait complètement différemment de l'autre. Je reviens en arrière une seconde. Donc celui-ci, vous voyez, on aurait dit qu'il y a des vagues et donc il est coupé verticalement et on peut marcher dessus, alors que celui-ci, c'est comme s'il avait toutes des pics. Il est impossible de faire une balade sur ce glacier, on n'y va pas. Donc la visite de ce glacier se fait sur le côté et on reste une bonne demi-heure, l'observer, prendre des photos. Et à chaque fois que j'y vais, il y a des morceaux qui cassent. Je ne sais pas si dire c'est une bonne nouvelle pour des belles photos ou une mauvaise nouvelle pour l'aspect évidemment écologique et de ce qui est en train de se passer avec le réchauffement climatique. Voilà, ça c'est la distance, je pense, le minimum qu'on peut aller tout proche, justement parce qu'il est très instable et très dangereux. Mais on peut toujours faire des photos assez chouettes. Et avec le bateau, on passe devant. Et voici une autre photo dont je disais tantôt. Vous voyez comme c'est turquoise? Je n'ai pas saturé ma photo, c'est vraiment la couleur de la glace. Et c'est à ce moment-là que, voilà, pendant que j'étais là, il y a encore un morceau qui est tombé. La photo n'est pas belle. Donc je suis consciente qu'en tant que photographe, ce n'est pas une belle composition, mais on n'a pas le temps. Enfin, on était en train de marcher et on entend un brouhaha. Enfin, une fois qu'on l'entend une fois, on sait ce que c'est, on dit mince. Et alors on se retourne tous, mais la vitesse à laquelle ça tombe est assez énorme et on essaie d'être une rafale. Et après on se dit tu l'as eu, tu l'as eu. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Voilà, alors j'avais dit qu'on resterait donc dans le village, et du village on part en étoile faire des randonnées ou en mer. La Red House, c'est pas un hôtel, moi j'appelle ça plutôt une maison d'hôtes. Elle a été créée par un Italien qui s'appelle Robert Perroni, je vais vous le montrer, il est là, c'est ce monsieur-là. Il a aujourd'hui 74 ans et il travaille toujours dans sa Red House. C'est un alpiniste professionnel et quand il a eu ses 40 ans, il a décidé de quitter sa maison, de quitter et aller vivre au Groenland. Il avait déjà été auparavant évidemment. Et il a décidé d'acheter une maison, c'était une maison rouge, une de ces maisons en bois pour aider les habitants locaux et puis petit à petit il s'est dit mais si on amenait des gens et si on faisait découvrir ce pays. Et alors c'est comme ça qu'il a créé la Red House, c'est une petite maison d'hôtes où il y a des chambres et c'est là qu'on loge. Mais c'est très chouette parce que c'est très familier, c'est les locaux évidemment qui sont avec nous et on apprend beaucoup. Et surtout, on découvre la cuisine groenlandaise. Et là, vous allez tous avoir peur. Alors, j'ai parlé de baleines tantôt. J'ai dit aussi qu'au Groenland, les plantes ne poussent pas et qu'il n'y a pas d'arbres. Donc, si les plantes ne poussent pas, ils ne peuvent rien cultiver. En tout cas, du côté sud-est. Au sud, ils peuvent. Du coup, tout ce qui est légumes vient des bateaux qui sont servis que pendant l'été, parce que l'hiver, le fjord est gelé, donc il n'y a pas de bateau qui débarque. Du coup, on a des légumes surgelés ou lyophilisés, non pas lyophilisés, déshydratés et qu'on réhydrate avec l'eau. Donc, je vous le dis, ceux qui partent avec moi, ce n'est pas un voyage gastronomique du tout. C'est pas mauvais, mais c'est autre chose que le confort que nous avons à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on va nous servir ? D'après vous, c'est quoi ça? Non? C'est la baleine. Et oui, on mange la baleine. Alors, comment ça marche la pêche de la baleine au Groenland? C'est pas du tout ce que vous imaginez avec le Japon, les harpons, les gros bateaux. Vous vous rappelez les petits bateaux rouges que je vous ai montrés? Ça, c'est un grand bateau pour eux. Donc, c'est des petites barques comme ça qu'on va aller pêcher. Et ils se mettent à 4 ou 5 bateaux. Ils sortent en mer et ils attrapent une baleine. À l'époque, c'était avec des harpons.
Aujourd'hui, c'est avec des fusils, nous sommes d'accord. Et puis, ils la prennent avec des hameçons et ils la traînent jusqu'au village. Ça rentre dans le fjord et ça sera caché derrière une île, on ne la voit même pas. Les premiers 3 jours, la baleine appartient aux chasseurs. Donc, c'est les chasseurs qui se servent en premier. À partir de ça, elle appartient à tout le monde. Donc, on n'achète pas la viande. On va sur place et tout le village peut se servir. Vous inclus. Moi, j'y étais. Ils n'aiment pas les photos parce que comme il y a eu pas mal de problèmes avec Greenpeace, ils ont peur d'être attaqués. Mais une baleine nourrit tout le village. Donc, on ne jette rien. Et donc, moi j'étais sur place et on m'a donné un couteau et on m'a dit « servez-vous ». Et je dis « non merci, je ne sais pas quoi faire avec ». Mais du coup, la viande qu'on reçoit, c'est la viande de la baleine qui a été pêchée les jours avant. Alors, même chose pour l'autre animal qui est là. D'après vous, c'est quoi? Quelqu'un ose le dire? Non? Oui, tout à fait, c'est du phoque. Oui, on mange du phoque. C'est avec ça qu'ils ont survécu pendant toutes ces années. Ils habitent là depuis, ça fait 2000 ans qu'il y a des Inuits. Et ils n'avaient rien, pas de plantes ni rien. Et dans le phoque, ils trouvaient tous les nutriments, la vitamine C, tout est dedans. Et encore aujourd'hui, c'est de là qu'on reçoit des protéines et on aura du phoque. Et la première fois que j'en ai eu, on m'a dit ah, ce soir, on mange du phoque cuisiné de façon traditionnelle. Je suis italienne. Donc moi, quand on me dit façon traditionnelle, je me fais de ces images, vous n'avez pas idée, quoi. Je pense à ma grand-mère et les sauces tomates et tout ce que vous pouvez imaginer. Vous savez comment il était cuit? C'était moi qui étais bête, hein. Bouilli sans sel. Mais oui, il n'y a rien là-bas. Génial, génial. Mais ils se sont un peu adaptés, vous voyez, maintenant ils font un peu de sauce, ça va un peu mieux, quoi. Et celui-ci, en fait, il est grand comme la fourchette, enfin c'est un morceau comme ça. C'est la seule fois que j'en ai eu. Et ça, c'est très bon, mais on ne peut pas, enfin, c'est très rare, c'est de l'ours blanc. Alors, est-ce qu'on mange de l'ours blanc? Oui, c'est de la viande, ils doivent survivre ces gens, mais comment on fait ça? Les ours blancs peuvent être chassés, mais il y a un quota annuel. Donc, après le quota, on ne peut plus en chasser. Donc, c'est fini. Et comme la baleine, l'ours blanc est chassé par un chasseur, sauf que ça, il ne la partage pas. La viande d'ours blanc est très très prisée parce que il y a beaucoup de nutriments. Et donc pour l'avoir, il faut que vous connaissiez le chasseur ou que le chasseur vous connaît et il vous l'offre. Et là, il avait offert à Perroni, le propriétaire de la maison, et il l'a partagé avec tout le monde et on a tous eu genre ça. Mais c'est très rare. On ne tue pas des ours blancs comme ça juste parce que c'est chouette et on veut la peau de l'ours blanc. Il ne faut absolument pas ça. Pour vous dire, il y a 2 ou 3 ans, il y a un ours blanc qui a attaqué enfin, il n'a pas attaqué. Les ours blancs n'attaquent personne, mais il a quand même, disons, attaqué un camp de randonneurs. Et malheureusement, cet ours blanc ne partait pas. Et donc, on a dû appeler un chasseur et on a dû le tuer. C'était après que le quota, disons, de chasse a été atteint. Donc, il y a eu la police, il y a eu une enquête et tout le monde est venu. Et c'était de la autodéfense. Donc, effectivement, la viande et l'ours a été récoltée par l'État et a été distribuée aux écoles et aux hôpitaux. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas des meurtriers, mais ils doivent quand même se nourrir. Donc, à un moment, on le mange. Alors, moi, vous pouvez parfois demander comment est la météo. La météo du Groenland est chouette. Pendant l'été, c'est très très sec. On a plus ou moins 10-15 degrés. Je me suis déjà retrouvée en t-shirt et je me suis déjà baignée dans des lacs. Il fait extrêmement froid, mais ça fait du bien. S'il pleut, évidemment, il fait plus froid. Mais on ne souffre pas le froid. Voilà. Et en marchant, en randonnant, c'est tout à fait agréable. Il y a un air extrêmement pur. Vous savez, je ne sais plus quand c'était, je suis restée presque 2 mois. Quand je suis retournée ici, je sentais que tout puait. Enfin, il y avait une odeur terrible partout tellement que là, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de circulation. Et donc, forcément, l'air est très propre. Qu'est-ce qu'on amène? Des vêtements de randonnée. Rien de plus. Et pensez juste à quelque chose de plus chaud, comme un pantalon coupe-vent, mais ils vendent des pantalons qu'on peut mettre sur le pantalon même. Hein. Donc, moi, j'ai une tenue de ski, vous avez vu la petite grenouille verte, une sorte de fille habillée en vert, c'était moi. Et je prends ça avec moi parce que sur les glaciers, sur le bateau, en mer, il fait beaucoup plus froid que sur la terre ferme, évidemment. Donc, il faut des chapeaux et des gants, des polars, des chaussures de randonnée, c'est tout ce qu'il faut.
Pour le matériel photo, donc, je suis photographe. Ceux qui font de la photo et ils ont envie de faire de la photo et ils ont envie d'apprendre la photo là-bas, ils peuvent prendre leur matériel. Ceux qui aiment la nature, ils peuvent juste ne rien prendre. C'est aussi bon parce que en tant que photographe, on est lent parce qu'on prend la photo ici et on prend la photo là et il y a la petite fleur. Et ceux qui aiment bien la nature sont là aussi parce qu'ils veulent observer et pas courir toute la journée. Il y a 2 ans, avant le Covid, on était sponsorisé par Photogalerie et on avait la chance d'avoir donc du matériel qui venait justement du macro et tous les objectifs et les différents boîtiers pour que mes participants puissent les tester. Je ne sais pas si cette année, enfin, c'est quand on refera le voyage, ce sera possible. D'habitude, on prend un grand angle, un téléobjectif, parce qu'en mer, le téléobjectif, c'est quand même pratique, et un macro, si vous aimez bien. J'ai mis l'ordinateur portable, parce que dans le programme du voyage, il y a 2 jours qui sont 2 après-midi de libre, et je trouve que ceux qui veulent faire de la post-édition, ils peuvent la faire avec moi. Et donc, la retouche de tout ce qu'on veut sur les photos, des batteries, des cartes SD, des filtres, si on veut faire des longues expositions, je vous ai dit, il n'y a pas de nuit, donc il faut quand même un filtre pour couper la lumière, sinon si on laisse ouvert même 1 seconde, on aura un truc tout blanc. Un trépied évidemment et un sac d'appareil photo ou un sac de randonnée qu'on adapte. Voilà, ceci était un peu le tour du voyage. J'ai avec moi des cartes pour vous montrer où on va. Et est-ce qu'il y a des questions, de toutes sortes de questions, ça peut être sur le voyage ou sur le Groenland ou sur autre chose. Non? Non? C'est bien. Écoutez, moi je ne bouge pas d'ici, je suis là. Donc si jamais vous voulez poser une question, j'enlève juste le casque et vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Et en tout cas, merci d'avoir commencé avec moi ce samedi matin. Merci.